Il faut que je sois aveugle à tout le reste. Il faut que je n'ai que ma vision intérieure. Je suis dans la vision intérieure. C'est-à-dire que de la même façon qu'un aveugle ne peut pas s'orienter sur la base d'une perception visuelle claire et distincte, de la même manière, l'aveugle, pour moi, c'est celui qui a son regard tourné au-dedans. L'aveugle, c'est celui qui a le regard tourné au-dedans et qui, donc, pour ma part, s'ajuste au monde à travers une vision intérieure. Donc moi, cette vibration, cet état induit, en effet, que vous appeliez comme auto-hypnotique, cet état dont je vois bien qu'en effet je l'induis dès que j'écoute une musique ou que je fais un geste ou que je chante quelque chose, ou ça induit cet état. Est-ce que vous êtes passé des lignes continues à l'architecture? Est-ce que dans ces cas-là, quand cette architecture arrive, il y a des atypiques qui ont ça, et soit qui croient que tout le monde a ça, soit qui pensent qu'ils sont un peu bizarres parce que personne n'a ça, donc ça leur permettra de savoir qu'ils sont pas tout seuls à avoir ça et qu'il y en a d'autres. Est-ce que dans ce cas-là, vous avez l'architecture qui advient, mais vous êtes aussi l'architecture? Il y a deux dimensions. Oui, alors elle est en moi, mais je dois la devenir aussi. C'est-à-dire, elle est en moi, mais elle doit grandir jusqu'à habiter toutes mes cellules, je le dirais ainsi. C'est comme si je devais aller jusqu'au bout de ce processus. Si j'allais jusqu'au bout de ce processus, elle doit respirer en moi. Et elle doit respirer par toutes les pores de mon être, cette architecture. Je dois la devenir à tel point que, là je le dis aussi pour la première fois, mais quand par exemple, en général, j'aime être seul dans ces cas-là parce que j'ai besoin d'être vraiment calme et vraiment sans personne, eh bien, quand je vois cette architecture, quand je vois ces lignes, eh bien, je m'anime, mes bras se mettent à bouger, j'ai envie de danser. C'est-à-dire que ça meut mon corps, ça fait bouger, ça soulève même mes battements de cœur. Enfin, c'est une sorte de vibration qui envahit tout. Et je deviens moi-même, c'est comme si cette architecture m'absorbait, comme si j'étais intégré à cette grande architecture, comme si je devenais moi-même un élément, sans perdre mon unité, mais comme si j'étais intégré, voilà, comme si je m'intégrais dans cette architecture sans me dissoudre. C'est là étonnamment où je suis au maximum qui je suis. C'est magnifique, c'est un mystère que je comprends très bien, hein, et que je connais. Et alors, c'est-à-dire, c'est une architecture qui fait grandir la personne que vous êtes, oui, sans vous confondre. C'est de la... Non, c'est pas une dissolution, je ne m'abolis pas dans le néant, je ne disparais pas. Non, Alors, c'est une dilatation, c'est une expansion, c'est une immense exactement. expansion. Comment vous faites après pour exister et pour vivre une fois que l'architecture vous a fait danser et vous a fait vous mouvoir, parce que c'est de la charge énergétique, ce truc-là. Oui. Comment vous cohabitez, coexistez? Est-ce qu'elle s'apaise puisqu'elle vous a boosté? Alors, j'avais lu chez Rilke dans sa correspondance, il parlait au sujet de ces moments de création. Il disait que c'était des heures insulaires à l'abri ou à distance de toutes les autres. Donc, il est vrai que, en tout cas mon expérience, au moment où j'en suis, je dirais que il y a une intensité à ces moments-là, une intensité qui est sans commune mesure avec
la vibration du quotidien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Et donc, c'est une difficulté que de ne pas sentir la rupture, ou trop douloureusement la rupture, entre ces, ces instants, mais qui ne sont quasiment pas dans le temps, ces instants d'hyper-concentration et d'hyper-incandescence où la vie est portée à son maximum de lucidité, de clarté, de lumière et de vie, et ce dont on essaie de nous convaincre comme étant la vie. Souvent les gens disent mais c'est la vie, mais je dis mais non, ça c'est pas la vie en fait. Bon, et pourtant évidemment il faut puisque je suis semé dans ce monde, la difficulté c'est de passer de ce niveau que j'aime appeler, c'est Rachel Bespalov qui dit vibrativité, parce que dans ces instants, je suis en état en vibrativité, vraiment, et de revenir dans la vibration où la plupart sont, et voilà. Mais en général, ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand j'enseigne, j'ai beau redescendre à ce niveau de vibration, dès que je suis dans mon cours, eh bien, ça, en fait, c'est cette vibrativité qui commande et qui tire tout le reste. Alors, ce qui est fatigant, c'est que quand même, je suis au croisement de deux intensités malgré tout hétérogènes. Parce que là où je me sens vraiment être et que je reconnais comme étant l'atmosphère, je dirais, ou le climat de mon âme est beaucoup plus intense que là où je dois me tenir souvent dans les tâches quotidiennes. Longtemps, je ne le cache pas, très longtemps, j'ai ressenti cela comme extrêmement douloureux, au point que j'ai j'ai eu la nostalgie de quitter cette vie parce que ce décalage était trop douloureux. Je, avec le temps, j'ai consenti à ce qu'il en soit ainsi. C'est la condition, enfin, je l'envisage comme la condition de mon incarnation, donc voilà. Mais je ne pourrais pas vivre sans faire droit à, sans honorer ces instants, c'est plus que des instants. Il ne peut pas y avoir une journée où cette réalité ne puisse pas advenir, d'où aussi le besoin que j'ai, oui, de solitude, c'est cet espace où seule la présence peut advenir. Je me sens parfois, et même souvent, comme entre deux mondes, en fait. J'avais beaucoup aimé le livre de Isabelle Allende, La Maison aux Esprits. Il y a eu un film, La Maison aux Esprits, où il y a un personnage qui m'a toujours fasciné immédiatement. C'est Clara, Clara Trueba, et Clara, elle a une sorte d'extra-lucidité, toute petite. Elle est à la frontière entre ce monde-ci et puis, en fait, un monde en soi. Et ça m'a toujours parlé parce que c'est comme si je vivais, en fait, ici et ailleurs, mais un ailleurs qui est mon ici, avec un grand I. Et peut-être l'enjeu de ma vie, c'est quand moi cohabitent ces mondes. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Ici, moi, ça me va, je prenais des notes, parce qu'en fait, la question de l'anthropologie, c'est à la fois d'un rapport au monde, aux autres, de la planète sur laquelle on a été livré, et un peu en miroir d'un rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a autant de décalage avec le monde que de décalage avec nous-mêmes. Oui. Et le langage, la norme nous fait la fausse promesse que ce serait notre maison,
Ça, c'est quand même une grosse arnaque. Et que notre maison, celle dont on peut avoir confiance, c'est celle que notre âme va nous faire advenir parce qu'elle, elle nous lâchera jamais, elle nous trahira jamais. Donc au moins de celle-ci, on peut avoir confiance. Pour autant, on n'est pas, on ne naît pas avec cette connaissance. Donc on est aussi étranger à nous-mêmes, tout en étant Oui. étranger au monde. Et je vois dans le travail de ligne de crête, pour reprendre le début de nos échanges, il est à la fois un peu comme le nœud de Mébius, encore une fois, de faire un maillage entre le monde intérieur, le monde extérieur de nous-mêmes et le monde extérieur de l'environnement, et que les deux se servent un peu comme un double face. Il y a l'un qui permet de parler à l'autre, mais il faut savoir si la quête, c'est d'être normal en conformité avec un monde qui nous promet pas grand-chose de bien, ou de choisir la bonne quête, qui est celle avec nous-mêmes, qui est la meilleure garantie qu'on peut avoir, indépendamment de ce qu'en pensent les autres. Alors, comme vous venez de le dire, et c'est vrai, il y a étonnamment au départ, hein, notre condition initiale, c'est quand même une double étrangeté. Parce qu'en effet, nous sommes à la fois étrangers à ce que nous sommes, à la vérité de notre être, et étrangers au monde. Et en effet, je pense que les deux se répondent, c'est-à-dire que euh, il y a quand même un ordre de priorité, si j'ose dire, c'est-à-dire que c'est quand même l'habitation de notre altérité, la découverte de notre altérité, son habitation, qui va rendre le monde habitable. J'entends le monde si habitable. Si on cherche en permanence à rendre ce monde habitable, mais sans au préalable, ou au moins conjointement, s'efforcer d'habiter notre propre altérité, nous n'y parviendrons jamais. Donc, en effet, l'enjeu, me semble-t-il, l'enjeu anthropologique, c'est bien euh, d'apprivoiser cette altérité qui est la nôtre, cette vérité de notre être, euh, pour assumer, je ne dis pas affronter, mais assumer l'épreuve du monde. Euh, Puisque ce qui constitue le monde en tant que monde, c'est son étrangeté à l'altérité de l'âme humaine. Nous savons bien que ce monde ne peut pas être notre demeure parce que il ne peut pas, il n'est pas à la mesure de l'âme. Il n'est pas à la mesure de l'âme. Et nous le savons. Et, et le problème, c'est que ça, nous le savons. L'illusion est d'essayer de répondre à ce décalage en pensant que on pourra faire un monde à la mesure de notre âme. Mais jamais le monde ne sera à la mesure de notre âme parce que ce n'est pas la nature du monde ni sa fonction que d'être à la mesure de notre âme. C'est notre âme qui est notre patrie et c'est elle qui va informer notre pérégrination en ce monde. C'est elle-même qui va élargir ce monde. Voilà, mais ce monde restera ce monde. Il faut l'habiter. Donc oui, les deux se répondent. Il y a cette altérité qui est la nôtre, qui est celle de l'âme, cette immensité. Et il y a l'altérité du monde où nous sommes semés et qu'il s'agit d'informer à partir de notre propre intériorité. Mais il me semble en assumant quand même la tension, mais une tension dynamique entre eh bien, le monde de l'âme et ce monde-ci qui est comme cette matière dont Bergson disait qu'il fallait la pétrir, la travailler, cette matière qui peut malgré tout, je pense, laisser advenir la réalité de l'âme, qui peut la transparaître. Il y a des moments que j'appelle épiphaniques, où tout à coup, dans ce monde, dans son opacité, au cœur de ses aspérités, il y a un espace épiphanique qui s'ouvre, où l'âme reprend ses droits, et où là s'effectue une percée de grâce, de beauté, de vrai silence, de lumière, qui laisse alors en chacun une trace indélébile, et qui à la fois
avive notre certitude que ce monde n'est pas notre demeure, mais que pourtant, il vaut la peine d'y avancer, euh, tant que cela est notre rôle, d'y avancer pour que ces percées-là eh bien, puissent advenir, pour les vivre, pour les partager, pour les honorer. D'ailleurs, ce sont ces moments qui font que notre vie nous paraît valoir la peine d'être vécue et qui rachètent tout. En fait, pour un seul de ces instants, qui sont comme hors du temps et hors de l'espace, eh bien, on oublie alors euh, toutes nos peines, tout ce que le chemin a eu de coûteux. Cela fut, et cela suffit, et cela justifie tout le reste. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, le sentiment d'épiphanie est une révélation. Et Oui, si on laisse advenir le silence, la oui, révélation advient. En oui. fait, elle attend au pas de la porte. Ah oui, elle est là, et c'est vrai que c'est un très grand mystère. La délicatesse extrême de cette révélation qui se tient sur le seuil, qui ne fera pas de bruit, et qui mendie en même temps notre silence, qui est souvent la dernière des choses que nous pensons offrir. Oui. J'avais noté une autre chose. Vous disiez à un moment donné dans le livre sur l'altérité que vous inventez des médiations dans le rapport au monde avec des symboles. Alors je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des visions topologiques, géométriques, symboliques dans leur monde extérieur. Vous pouvez un peu parler de ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous construisez ou c'est quelque chose qui émerge comme une médiation dans le rapport au monde ou aux représentations du monde? Alors, en écrivant cela, tout d'abord, pour répondre à votre question, je dirais que euh, sans doute du fait de l'autisme, mais euh, j'ai eu, peut-être aussi loin que je me souvienne, conscience d'une distance, donc, d'une distance entre le monde et ma propre altérité. Et en ayant conscience de cette distance, j'ai perçu, et je dirais même compris, peut-être que là le HPI m'a aidé, mais compris que cette distance pouvait devenir un reclusoire, pouvait être le piège dans lequel je pouvais me retrouver enfermé. Et en même temps, j'ai voulu, et j'ai compris que c'était possible, que cette distance devienne un espace. Et que cet espace, que j'appelle un entre-deux-mondes, un entre-monde, cet espace, eh bien, il fallait que j'en fasse un espace pour entrer en relation. Tandis que la distance est une coupure, l'espace est une possibilité de relation. La relation, pour moi, elle ne s'impose pas, elle n'est pas donnée. Il faut la faire advenir. Mais elle ne peut advenir que grâce à cet espace. Et donc c'est là que il m'est apparu que je devais, je pouvais habiter cet espace, mais qu'il me fallait pour cela des médiations. Donc à travers quoi, ce par quoi j'allais pouvoir me rapporter au monde, donc entrer en relation. Et ces médiations, très tôt, ont été pour moi les mots et les symboles. Alors ces symboles, euh, je dois dire que donc ce sont des images euh, qui sont pour moi habituellement le résidu, la cristallisation d'images extérieures. C'est-à-dire, je vois quelque chose, ou j'entends aussi quelque chose. Donc, c'est à partir d'une matière indépendante de moi, objective, qui existe, une réalité, comme un papillon, une fleur, un mur, un stylo, un livre, enfin voilà, des objets, ou des sons, ou des sensations. Et bien, à partir de là, vont se former
Et là, je n'ai pas, me semble-t-il, de rôle immédiat à jouer. Des images se forment en moi. Et ces images, donc, ce sont des signes. Je les appelle des symboles parce que un symbole, c'est un signe, en l'occurrence une image, qui est porteur d'une richesse de sens, de signification inépuisable. Donc, qui va bien au-delà de la réalité initiale, qui est la matière, donc, de cette image, donc du symbole. Par exemple, j'ai donné cet exemple aussi dans mon livre de cette giroflée que j'avais vue pousser à travers des pierres. Donc cette fleur, je pouvais la cueillir, j'aimais tresser des couronnes et je la piquais dedans. Bon, ça c'était la fleur matérielle, mais ce qui s'est formé en moi, c'est l'image de la giroflée, c'est-à-dire en fait de ce jaune orangé qui est une sorte de forme radieuse, lumineuse, odoriférante aussi, parce que c'est comme si je sentais son odeur en moi. Je ne fais pas que voir, je sens aussi. Et cela est devenu en moi le symbole de la clarté, de la lumière qui perce toutes les épaisseurs et qui vient à bout de tous les obstacles. Et cette médiation, ce symbole est devenu une médiation qui me permet notamment dans des situations difficiles où je suis objectivement, où je me sens objectivement en difficulté ou face à des obstacles, eh bien immédiatement le symbole arrive en moi et m'ouvre un chemin. C'est comme si le symbole, la giroflée, enfin le symbole de la giroflée devenait en moi un principe actif, un principe qui agit et qui m'ouvre un chemin, qui fait que quelque chose est possible, qu'une direction se présente et que je peux, comme la giroflée à travers la rocaille, moi-même, le symbole m'ouvre un chemin à travers la rocaille, c'est-à-dire la situation pleine d'aspérité dans laquelle je me trouve. Donc ça devient une médiation qui fait que je peux entrer en relation avec une situation et avec, ce faisant, des personnes. Voilà. C'est en ce sens que la distance devenue un espace, que l'espace est habité par des médiations, des symboles, et que ces symboles vont porter mes actions, hein, comme une force qui m'est infusée, comme un principe actif, vraiment. C'est un peu un objet transitionnel. Complètement, complètement, parce que sans cela, je le sais, sans cela, je n'arrive pas à entrer en relation. En Et fait, est-ce les qu'on peut, symboles viennent à mon secours. Ils viennent à mon secours. je comprends, est-ce qu'on peut faire un lien dans le monde de l'autisme, donc qui sont démunis et qui mettent des stratégies, c'est d'avoir, par exemple, d'avoir des profils prototypés de comportementaux, 3, 4, 5, en fonction de toute nouvelle interaction humaine, d'aller identifier, au risque de se planter d'ailleurs, quel profil comportemental ils vont utiliser en espérant que ça va bien se passer au regard de l'expérience qu'ils ont du monde et des humains, ou pour aussi les mêmes raisons, quand ils regardent des films, essayer de comprendre à partir des jeux d'acteurs des films ce qu'il faut télécharger de la manière dont on doit se conduire dans le monde ordinaire et des relations sociales pour lequel il n'y a pas les équipements en série. Donc, faut construire des modes interactionnels qu'on peut pas inventer, donc faut les construire comme si on allait dans un autre pays avec une autre communauté dont on peut pas deviner a priori. C'est pas quelque chose à comprendre, comme je dis souvent, c'est quelque chose à apprendre parce qu'on peut pas le comprendre. On n'a même pas la fantaisie de le falsifier, faut l'apprendre. Donc, soit il peut y avoir, c'est pas que soit, c'est qu'il y a les deux en fait. Dans le monde de l'autisme, et je vous consulte là-dessus, un profil type comportemental en espérant que ça va marcher avec les gentils, les pas gentils, enfin un programme un peu tout prêt, qui va être affiné et raffiné au cours de la vie selon aussi qu'on est HPI ou pas, et puis d'aller consulter des films comme des cours d'anthropologie sociale, des populations locales, pour essayer de comprendre ce qu'on comprend pas.
Alors, pour répondre, je dirais que pour ma part, hein, je réponds toujours à partir de mon expérience, Bien comme, sûr. bon, je l'ai su comme, je vous l'ai dit déjà, donc tardivement. En fait, j'observe pour ma part, je n'ai pas de prototype que je sortirais en fonction des situations, quelques-uns qui pourraient correspondre. En fait, c'est toujours le même. Je Il y en a m'explique. qu'un. Oui, il y en a qu'un, il y en a qu'un, c'est-à-dire, C'est donc, ballot, hein. voilà, voilà. Il y en a qu'un, c'est de me relier en moi à une sorte d'image vibratoire ou de sensation euh, qui où je suis le moins entravé, c'est-à-dire qui est lié à un sentiment d'expansion, de liberté, et d'entrer dans une situation à partir de cet état intérieur. En fait, il faut que je retrouve cet état intérieur, ce sol intérieur, cette vibration intérieure. Je donne un exemple, et c'est souvent lié. Par exemple, j'écoute une musique, et cette musique, enfin, c'est une musique qui crée en moi une atmosphère, euh, donc sans entrave, où je suis vraiment. Il y a une sorte de respiration. Cette musique est liée à une expansion intérieure, à une circulation intérieure fluide, justement du souffle, et ça me met dans un état intérieur qui fait que là, je sens que c'est dans cet état-là que je peux faire ce que j'ai à faire, euh, en neutralisant tous les paramètres qui vont m'inhiber. Donc une Euh, forme d'auto-hypnose et d'alignement. En fait, j'ai appris après, mais ça je ne le savais pas, que c'était cela, c'est-à-dire une sorte de d'état intérieur où je suis exactement hyper focused, donc une sorte d'hyper concentration en un point, une vibration, et c'est ça. Et quand je la tiens intérieurement, quand je la sens intérieurement, et je me dis, il faut tenir la note. Voilà, il faut pas que je sorte de la note. Et si je reste dans la note, et en fait, j'arrive à forer mon chemin. Mais en même temps, pour tenir dans la note, je ne dois. Voilà pourquoi je me suis toujours comparé à un aveugle. Il faut que je sois aveugle à tout le reste. Il faut que je n'ai que ma vision intérieure. Je suis dans la vision intérieure. C'est-à-dire que de la même façon qu'un aveugle ne peut pas s'orienter sur la base d'une perception visuelle claire et distincte, de la même manière, et il n'a, l'aveugle pour moi c'est celui qui a son regard tourné au-dedans. L'aveugle c'est celui qui a le regard tourné au-dedans, et qui donc, pour ma part, s'ajuste au monde à travers une vision intérieure. Donc moi, cette vibration, cet état induit, en effet, que vous appeliez comme auto-hypnotique, cet état dont je vois bien qu'en effet je l'induis dès que j'écoute une musique, ou que je fais un geste, ou que je chante quelque chose, ça induit cet état. Et quand je suis dans cet état, je le sens intérieurement. En fait, il faut que je reste dedans, comme une atmosphère, un climat. C'est très ténu, c'est très subtil, très très subtil, mais c'est très réel, mais c'est très subtil. Et et on peut, enfin, comment dire, on peut aussi en sortir. Donc, il ne faut pas que je me laisse divertir, perturber par tous ces éléments perturbateurs pour moi. Et donc, je reste dans la vie. Et étonnamment, c'est quand je suis centré, concentré, quasi absorbé dans cet état, que j'arrive à bien entrer en relation. euh, C'est-à-dire qu'en fait, oui, euh, c'est Mahler qui, sur un poème de Ruckert, donc d'ailleurs Claudio Abbado avait dirigé cela, et le chant à un moment donné dit je vis dans mon chant, dans mon amour, dans mon chant. Voilà. En fait, moi, il faut que je vive là, et que je ne sorte pas de cela. Et quand je suis dedans, au centre, eh bien, en fait, je ne crains plus. Enfin, les choses se font. Étonnamment, elles se font de façon fluide. Et je ne suis plus attentif.
Ça inhibe mon attention aux éléments inhibiteurs. Ça inhibe mon attention à tous ces éléments qui, si je commençais à me focaliser sur ces éléments externes, eh bien, vont complètement m'inhiber. Donc, il faut que quelque chose de plus fort m'absorbe. Non, voilà, c'est ça. Si quelque chose de plus intense m'absorbe, eh bien, cette absorption va inhiber les éléments perturbateurs. Donc, il faut que je trouve un élément qui m'absorbe pour inhiber les éléments perturbateurs. Et quand ces éléments perturbateurs sont inhibés par la force de l'absorption intérieure, ça va. Euh, Est-ce que ça va pour vous et ça va pour les autres? Alors, ça Vous va. voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, ça va pour moi. Et donc, j'ai quand même remarqué que quand ça allait pour moi, ça posait moins de problèmes aux autres. J'ai remarqué. Voilà. Et alors, ça ne signifie pas que je ne lise pas parfois de l'étonnement chez ces autres. Mais je ne décèle, je dirais jamais, de l'agressivité ni du rejet dans ces moments-là. Je peux déceler de l'étonnement, euh, mais une sorte étonnamment, une sorte de respect, d'affection. En tout cas, ça va pour moi, ça c'est sûr. Et euh, ça n'est pas plus mal pour les autres, et c'est même peut-être mieux quand même pour les autres à ces moments-là. C'est-à-dire que ça vous conduit pas systématiquement à dire oui à tout, Ah non, mais certainement pas. Certainement parce pas, que mais non, voilà, certainement pas. Mais je vois que de toute façon, c'est comme si le fait que moi-même j'étais dans cet état, euh, en fait, laissait les autres assez démunis, je dois dire. C'est-à-dire que, voilà, en fait, ça désarme. Je dirais, voilà, c'est ça. Ça produit un état, c'est comme si les personnes étaient désarmées. Donc, ça ne veut pas dire que peut-être en elles, je n'en sais rien, il n'y ait pas incompréhension, agressivité, colère, mais dans ces moments-là, je ne dirais pas qu'elles sont pétrifiées, mais elles sont comme, oui, désarmées, elles, elles sont, voilà, et donc les choses, enfin, ben, se je pense elles sont désarçonnées parce que vous produisez quelque chose qui est en dehors de leur champ de représentation et elles peuvent oui, être démunies. voilà, ça c'est certainement, elles n'ont plus de grille de référence, donc ça ne leur est pas lisible en fait. Elles Oui, entendent quelque chose, je dirais même, elles assistent à quelque chose, elles entendent quelque chose, elles voient quelque chose, mais dont je perçois, mais moi après coup, parce que souvent je n'ai pas de réponse ou j'ai des yeux tout ronds devant moi, je perçois que en fait, ça leur échappe, qu'il y a quelque chose qui leur échappe complètement. Euh, En même temps, je vois bien que ces personnes ne me regardent pas comme quelqu'un de fou, mais comme quelque chose qui tout à coup déroge à toute leur représentation, à tous leurs référents. Ça sort de la grille complètement de leurs référents. Alors en revanche, après coup, je peux apprendre par personne interposée que ces personnes, une fois qu'elles ne sont plus en ma présence, cherchant à retrouver toute leur grille de référence, essaie de faire une analyse a posteriori et en termes soit pathologiques, soit je ne sais pas, enfin ce qu'elles peuvent en fait, ce c'est qu'elles ça. ont à disposition. Mais en fait, ce que j'explique comme une façon pour elles de conjurer l'instabilité temporaire dans laquelle mon comportement les a mises. Exactement. En plus, sans doute, d'une énergie invisible dans la manière dont vous produisez ce que vous produisez, c'est-à-dire non combattant, non guerrier, et qu'elles ne peuvent pas faire autrement que de retrouver un point d'équilibre avec le storytelling, les outils, les représentations et les cartes dont elles disposent. Mais vraiment, merci de m'avoir permis, voilà, parce que je crois que c'est cela, quand vous me demandiez comment j'y parvenais, je crois que vraiment que, je le dis d'ailleurs, il y a plusieurs anecdotes, je crois maintenant dans mon livre aussi, sur cet état d'absorption, c'est-à-dire il faut vraiment que j'induise. Mais parfois ça peut se faire, il suffit parfois, étonnamment, par exemple j'écoute, enfin il y a un chant d'oiseau, il y a des sons qui me mettent immédiatement dans cet état d'absorption. Des sons
Oui, des sons ou des images, mais souvent des sons qui me mettent immédiatement dans cet état d'absorption. Et quand je dis d'état d'absorption, c'est-à-dire qu'il y a un immense silence tout à coup en moi, un immense silence qui s'étire sans limite et qui m'apaise immensément. Et donc, soit j'induis, soit cela est induit par quelque chose, mais il y a l'état d'absorption. Et alors, euh, je ne dois pas rompre avec cet état. Et c'est cet état qui, parce qu'il est, je le dirais ainsi, inhibe tous les éléments perturbateurs. Comme si j'étais Est-ce, dans un halo. est-ce que cet état propose une forme de toute puissance paisible? Alors, je ne dirais pas toute puissance, je dirais sécurité. C'est-à-dire, D'accord. il y a un sentiment d'immense sécurité. Il n'y a plus de pensée, de peur, de crainte. Ce n'est pas une toute puissance. Je reste conscient de ma vulnérabilité, mais euh, elle est tout à fait compatible avec rien. C'est comme si, je le traduis ainsi, rien ne peut m'arriver. J'entends rien je ne suis pas en danger. C'est exactement ça. Toute puissance me convenait pas et vous avez réagi de la manière dont j'aurais pu le faire, donc je partage votre réaction. Mais en fait, j'ai rien d'autre qui m'est venu, mais c'est exactement ce que vous dites. Il y a Oui, quelque chose qui est imputrescible, c'est ça, indestructible, c'est ça. inaccessible. Voilà, et une sécurité totale. Je suis à l'abri. Je ne Oui. suis plus, là, Edith Chan emploie ce terme dans un autre contexte qui me vient. Elle dit de l'âme habituellement qu'elle est inabritée. Eh bien là, je suis abrité. Je suis abrité, j'ai un abri impalpable, invisible. Et vous voyez, c'est ce dont je parle aussi dans le livre, parce que j'aime beaucoup Kathleen Ferrier, cette contralto, et on Oui. disait d'elle, elle était sortie à peu près de nulle part, elle a eu un itinéraire incroyablement bref comme une météore, mais en même temps, elle ne venait pas du monde du chant initialement, et la vie l'a conduite à se produire sur des scènes prestigieuses avec Schwarzkopf, par exemple, donc Elisabeth Schwarzkopf, des très grandes cantatrices qui, elles, venaient de là, et en fait, on voit des photos, et moi, quand je vois Catherine Ferrier, on a l'impression que elle est ancrée dans cette sécurité qui fait, elle ouvre juste la bouche, il y a une lumière totale, et en fait, sans qu'elle le veuille, de toute façon, ça éclipse tout le reste, mais elle ne doit plus à ce moment-là même être traversée par l'idée qu'elle n'a pas sa place, ou qu'elle pourrait être mise en danger par des personnes qui ont un parcours plus classique. Non, il y a une sorte d'évidence. Et c'est exactement ce qui se passe alors quand je suis dans cet état d'absorption. Je ne suis plus embarrassé, entravé par ni la peur, aucun élément perturbateur ne m'inhibe. Je pense que tout le monde a à disposition cet état-là. Après, il y a une espèce de quête personnelle, mais je comprends cet endroit. Euh, c'est intransportable et pardon, euh, impénétrable et en fait il y a pas de limite, il y a pas de frontière, il y a rien à contenir. C'est ça. C'est un état transcendant Oui, qui est une vraie force exactement. intérieure. Oui, exactement. C'est vraiment, je lisais récemment chez un pianiste, bon, qui a un handicap, c'est-à-dire qui est né sans les doigts, bon, et puis il joue du piano, et il disait qu'il faisait l'expérience, ça m'avait frappé, d'une force invisible qui le soutenait. Bien, à ce moment-là, c'est ça. Il y a une réalité objective, donc qui ne dépend pas, même si j'avais induit cet état, cette réalité n'est pas la production d'un état mental, je le sais, ça c'est pas du tout la production d'un état mental. Je suis porté par cette réalité qui me communique alors un immense sentiment de sécurité et qui me permet, dans ce sentiment de sécurité, d'être, simplement d'être, euh, sans entrave, sans empêchement. Euh, on va commencer à atterrir, si vous voulez bien, sur l'interview. Est-ce qu'il y a, on a fait un magnifique voyage, vraiment, je suis ravi des échanges qu'on a eus. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rajouter
partager pour les gens qui vont écouter cette interview? Peut-être, mais c'est une conversion du regard, à savoir le regard que l'on porte aussi sur ce que le monde nous présente comme nos propres difficultés, nos propres entraves, nos propres, disons-le, déficits, comme on les appelle souvent, et ne, ne pas renoncer, mais pas la force du poignet, mais par une sorte de assurance paisible et ferme, à faire le choix aussi d'accueillir tout ce qu'on nous présente comme tel, comme une grâce et pourquoi pas une élection. C'est-à-dire quelque chose m'a été confié. Vraiment, cela doit rester, me semble-t-il, en chacun inentamé. Quelque chose nous a été confié qui n'est pas seulement comme parfois on l'expérimente ou on voudrait nous en convaincre un poids, encore moins une tare, je ne parle même pas d'une maladie évidemment, mais une part qu'il s'agit d'accueillir et qui est aussi un trésor, à tel point que si un jour on devait nous poser la question de savoir si nous aurions souhaité en être délivrés, nous puissions sereinement dire que non et que nous ne pouvons pas concevoir notre vie autrement que ainsi, au point finalement de remercier aussi pour cela. Je dirais donc honorer vraiment ce qui nous a été confié et à la manière d'Ulysse attaché au mât qui n'écoutait pas la voix des sirènes, ne pas croire que ce qui fait aussi peut-être un certain nombre de difficultés, ne pas croire qu'il ne s'agisse pas d'une part qui nous a été confiée et même d'un trésor. Vraiment, cela fait partie du juste ordre des choses. Je le crois profondément. Ce qui nous est confié fait partie du juste ordre des choses. Et ce n'est pas sans cela qu'il faut se penser, se vouloir ou vouloir devenir, mais pleinement à partir de là, et pas d'autre chose. Un peu ce que disait Bénédicte Helfer, le docteur Helfer, sur une des interviews, parlant de la maladie. La maladie n'est pas un problème, c'est une solution. Ce qui Voilà. advient en nous n'est pas un problème, est une solution. Voilà. Ce que les dons qui nous arrivent ne sont pas des problèmes, mais des solutions. Et qu'on a des marges de manœuvre, et là je reprends aussi ce que disait Philippe Guillemont, notre présent est la conséquence du futur et ce que l'on produit dans le futur, et pas que la conséquence du passé, ou pas forcément la conséquence du passé. Donc il y a beaucoup d'espoir à aller reconsidérer les dons que l'on reçoit et les formes de dons, de différence ou d'altérité que l'on reçoit. Ce sont des solutions. À nous d'aller voir l'intérieur, au-delà des normes externes, en quoi ces solutions viennent nous faire grandir, je pense. Oui, et donc, en tout cas, avant de peut-être de faire l'expérience des solutions qu'elles sont, déjà les concevoir comme un chemin. En tout cas, le principe de réalité, pour moi, a toujours été de dire c'est mon chemin et c'est un chemin. Ce n'est pas une impasse. Refuser de croire, parce que ce serait une représentation mortifère, refuser de croire que c'est une impasse. C'est un chemin. Et c'est en le vivant, ce chemin, donc on revient à la marche du début, c'est en marchant que la solution se déploie. La solution se déploie en marchant. Je dirais que la solution n'est pas le résultat d'une stratégie, c'est le déploiement même du chemin qui est la solution. La solution, c'est le chemin, et un chemin, par définition, est fait
pour être vécu, traversé, emprunté, euh, donc pour que nous soyons en mouvement. Et à partir du moment où nous sommes en mouvement, eh bien, c'est la solution qui se déploie. C'est la solution qui se déploie. Même si je ne sais pas, évidemment, au moment où j'épouse son déploiement de moment en moment, même si je ne l'appréhende pas dans sa totalité, évidemment. Pour cela, il faudrait être au terme du chemin et pouvoir se retourner. Mais l'enjeu, c'est ça, c'est le chemin, d'être dans cette dynamique. Et tout ce qui nous fige, tout ce qui nous pétrifie, eh bien, est contraire à la vie et c'est un mensonge, en fait. C'est un mensonge, je crois. Merci Eric. Vraiment merci infiniment pour la route en boucle. On boucle le chemin et les lignes de crête. Le chemin et la transformation et la vie. Je fais pas de conclusion, j'aime pas les conclusions, mais c'est en fait partir avec des questionnements parce que le chemin n'a pas de fin. Non. Et quand ça sera la fin, on verra bien ce qui se passe après. En tout cas, merci infiniment. C'était un voyage magnifique, intime, dense, intense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver, d'autres qui vont découvrir ce monde incroyable que vivent silencieusement beaucoup d'atypiques. Oui. J'espère que ça aidera des parents aussi. Il y a un vrai enjeu pour les enfants, Oui, vraiment. Il vous y a un avez vrai raison. enjeu pour les Vraiment. enfants. Donc pour les parents, écoutez les enfants avant de leur mettre des normes sur la tête. Évidemment qu'il y a un travail éducationnel. Hein. Je sais pas, je suis pas Sûr. pour le chaos éducationnel, mais écoutez peut-être ce qu'ils disent et c'est à ça que sert l'identification, de comprendre comment aller interagir avec eux dans les interviews. Vous pouvez aller voir Com, qui a 7 ans, enfin, il avait 7 ans l'an dernier, qui était HPI Asperger sur ce qu'il vit de son autisme. Il faut bien savoir que c'est un autre monde. Mais c'est pas parce que c'est un autre monde que c'est un danger. C'est une autre manière d'aller interagir avec Voilà. des personnes qui ont accès à des mondes parallèles et C'est qui ça. sont de bonne volonté. Ils sont pas contre les émotions, ils sont la relation. Ils sont pour la vérité de la Tout relation, ce qui est quand même un autre sujet dont à tout le fait. monde peut bénéficier. Et d'ailleurs, Donc ça c'est tombe très bien, je l'avais vu, il est magnifique et moi j'avais été bouleversé. J'avais été bouleversé parce que je me disais que en fait c'est une chance et une grâce pour le monde que ces êtres-là existent parce que ce sont des fenêtres ouvertes aussi pour que notre regard prolonge les frontières du visible et du palpable et nous ouvre au mystère et à la richesse de la vie. Et que ce soit un enfant, que vous soyez avec qui vous parliez, que vous ayez mis à ce point en confiance et avec qui vous dialoguiez réellement. Parce que le dialogue, c'est pas cette condescendance de surplomb qui. Non, là, c'était vraiment votre vis-à-vis, c'était magnifique. Eh bien, je me suis dit, c'est la première fois que j'avais entendu un dialogue de, aussi beau et je me dis, on est plein de respect. Et, j'en garde un souvenir ému. Merci infiniment, Eric. J'enverrai votre témoignage à la maman de Com Ah et oui, Com sera ravi. Il est ravi de tous les retours qu'il a eu. Et il y en a eu beaucoup, privés, publics. Et il est très fier. Il a aussi beaucoup agréablement, enfin, changé la famille. Il a transformé ah oui. la famille. On lui fera part de Oui. votre témoignage. Je Merci vous beaucoup. et merci Gaëtan va pour votre permettre de. confiance et ce que vous faites est très précieux et c'est pour moi aussi un motif d'espérance que cela. Je vous remercie. Merci Eric, c'est très Ainsi que gentil. Gaëtan aussi que je remercie. Au revoir. Oui, je remercie aussi Gaëtan, je le fais pas toujours, mais j'ai démarré cette chaîne parce que je l'ai rencontré. Sinon, ça faisait 2 ans que je cherchais quelqu'un avec lequel je pouvais travailler. Donc, merci Gaëtan, je dis pas toujours. Et merci à Eric. On a encore vu un moment magnifique. Et j'ai pas décidé du contenu éditorial de cette chaîne. Je l'explique parfois, mais
Je discute un peu avec l'univers et qui est disponible de temps en temps. Et le contenu éditorial se trame indépendamment de moi. Et j'essaie, comme Eric, d'avoir des lignes fluides et de voir ce qui répond dans ces lignes et comment je collabore à ces lignes. Et c'était encore un bon moment de double exceptionnalité. Si tout ça vous intéresse vraiment, pensez à vous inscrire. Vraiment, et à partager aussi. C'est une chaîne pédagogique pour les parents, pour les enfants, pour ceux qui sont concernés. Pour ceux qui ne sont pas concernés, qui ne comprennent pas ce que vivent ceux qui sont concernés, c'est un outil pédagogique. Servez-vous-en. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce, je crois, je ne sais pas où ils sont. La technologie m'est un peu étrange. Heureusement que j'ai des amis qui viennent m'aider pour tout ça. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, parce qu'il y a plusieurs interviews qui sont déjà programmées pour pratiquement le bout de l'année. Merci de nous suivre, merci d'être nombreux. On a dépassé, là on est en avril, les 5000 abonnés. C'est sans doute que ça vous intéresse aussi. Ah oui, il faut que je vous explique aussi, et j'ai eu le soutien de Gaëtan, qu'on a sorti un livre, enfin, après un an de travail avec Élodie Crépel, 52 clés pour trouver sa place. Donc vous avez 52 clés concrètes, on en a trouvé d'autres, donc on a mis des clés d'urgence, on a mis des clés de secours. Vraiment, on a voulu faire des choses très pratiques, orientées solutions. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des problèmes, je pense que vous allez trouver tout ça sur Internet, mais on a voulu trouver des solutions. 52 clés, 52 thèmes, qu'on a répartis en 4 saisons, parce qu'on arrive dans la douance, pas forcément au même âge, pas forcément au même moment. Ça peut être en émergence, on le sait depuis hier, on le sait depuis 6 mois, on le sait depuis 1 an. Des contextes nous permettent de bouger ou pas. Donc maintenant j'ai envie de changer ma vie. Et dans chaque clé, on a mis un scénario, une élongation, des briefings théoriques sur ce qu'on peut avoir, et puis des clés concrètes en lien avec la clé que vous pouvez expérimenter. Vous pouvez soit rentrer par les saisons parce que ça correspond au moment dans lequel vous vous trouvez, soit aller dans le livre de manière linéaire. Et on a eu une magnifique préface de Catherine Testa. Et le livre, on va le mettre sur la vidéo. Merci à vous d'être présents et à bientôt.